Bonjour, je suis Olivia Baldès, docteur en droit. Je suis médiatrice près la cour d'appel et coach professionnel. Voilà 9 ans que je forme les agents des services de greffe de différents ressorts sur différentes matières. Mon vœu, c'est d'accompagner les agents de greffe dans leur évolution professionnelle. Alors si vous êtes à la recherche d'inspiration, de mouvement, de sens à donner à votre carrière, de motivation, vous êtes au bon endroit. Bonjour Santana. Bonjour, bonjour Olivia. Merci déjà, d'être avec nous. Je vais tout de suite, entamer le sujet et déjà, qui es-tu? Est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es et quel est ton parcours? Alors, je m'appelle Santana Gabbiati, je suis coach en équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Et pourquoi j'ai choisi d'axer là-dessus? Tout simplement parce que à la base, je suis issue du commerce. J'ai toujours été là-dedans. J'ai été conseillère de vente, manager, directrice. Et pendant le confinement, je me suis posé beaucoup de questions parce que durant tout mon parcours, j'ai accompagné beaucoup de directeurs, de managers, mais également des cadres de santé dans leur poste. Et je me suis rendu compte que le savoir-être et le bien-être, c'était quelque chose de très important. Et je me suis dit, OK, comment je peux apporter toutes ces compétences professionnelles autres que dans le cadre d'un magasin? Et le Covid est passé par là. Et je me suis dit, bon, OK, lance-toi. Et je me suis donc mise en auto-entrepreneur dans le coaching en équilibre vie privée, vie pro, avec un côté développement personnel et un côté professionnel, gestion du temps, organisation et management. Et je suis là aujourd'hui. D'accord, donc en fait, c'est vraiment un parcours qui est nourri de ton expérience pour aboutir en fait à ce statut aujourd'hui de coach professionnel et dans la vie personnelle des gens et dans la vie professionnelle des gens. Oui, mais pas que. Alors, il y a effectivement mon expérience qui a pris une énorme place dans ce que je propose aujourd'hui, mais je me suis fait également moi-même accompagner pour pouvoir être efficace sur tous les terrains. En développement personnel, j'ai fait une formation de coaching. Et pour le management, malgré tout ce que j'ai appris dans le commerce, j'ai fait une énorme formation sur du management. Et ça m'a donné tout un tas de clés, de pistes de réflexion que je peux mettre en place au quotidien avec les personnes que j'accompagne. D'accord, donc tu es venu renforcer en fait l'expérience de terrain par peut-être des outils, qu'on t'a transmis par le biais de ces formations, une posture aussi à avoir et Tout aujourd'hui, à fait. tu peux, Un état d'esprit. Ouais, ouais. ouais. Parce que après, moi, c'est mon cheval de bataille, le bien-être au travail et trouver du temps pour soi parce qu'on est dans une société où on a tendance à s'oublier, où le travail prend une place énorme et c'est normal. Mais il faut pas oublier qu'on est là et qu'on a le droit d'exister et qu'il faut pas s'oublier en fait. Et du coup, c'est vraiment mon combat. C'est très important ce que tu dis, qu'on a le droit d'exister et C'est c'est, ça. effectivement. Est-ce que tu peux raconter quel a été pour toi finalement le moment, décisif où, tu as compris que finalement l'organisation, c'était la clé pour reprendre le contrôle, du temps et finalement de sa vie? Eh bien, tout simplement, j'ai été manager et j'ai eu accès à un poste de directrice. Donc, le premier sentiment, c'est joie, fierté, réussite. Mais après, j'en ai très vite déchanté parce que je me suis rendu compte que j'avais eu un poste auquel je n'avais pas été préparée et je n'avais pas les compétences. Et toute la compétence organisation, gestion, ça me manquait. Moi, j'avais ce leadership, j'avais cette base de management, mais j'avais pas tout le reste. Et je me suis retrouvée sous l'eau. Ça a été le chaos. Ma vie privée, il y en avait plus. Je ramenais du travail à la maison, je faisais des heures pas possibles. Au travail, je manquais pas de professionnalisme, mais de compétences pour pouvoir accompagner mes équipes parce que je n'avais plus le temps et je savais plus comment faire en fait. Et du coup, j'en ai informé mon N+1 qui était mon directeur régional à l'époque. Et de ce fait, on a fait un point et on a trouvé ensemble un parcours d'accompagnement pour que je puisse pallier à ce qui me manquait. Et j'ai fait un accompagnement très, très, pour moi, salvateur qui m'a permis de pouvoir me remettre au centre de ma profession euh, et devenir efficace, productif et retrouver cet équilibre qui me manquait. Et également pour mes équipes, parce qu'elles aussi, de ce fait, elles en pâtissaient aussi de ce manque de compétences. En fait, tu as expérimenté par toi-même, la méthode de coaching, c'est-à-dire le coaching Exact. t'a permis d'évoluer et tu as senti avec ton coach que tu avançais
par les Mmh. techniques, les outils qu'il utilisait, les questionnements et en fait, de l'avoir vécu toi-même, en fait, cette évolution, tu te dis: «Mais en fait, c'est incroyable, c'est très intéressant et c'est ce que je veux faire passer aussi» et le fait de l'avoir senti et vécu, bah, d'autant plus tu te mets à la place, j'imagine, de tes coachés qui peuvent et tu vois peut-être comment ils peuvent évoluer, les questions pertinentes que tu peux leur poser pour qu'ils avancent. Ouais. Tout à fait, tout à fait. C'est en fait, je pense que je dis pas qu'il faut forcément passer par là pour pouvoir être efficace, mais au moins j'ai compris en fait. Ça m'a ouvert mon champ des possibilités et je me suis dit: «Beh, avec moi, le chemin que j'ai parcouru, je sais qu'on est plein de personnes à passer par là» et des fois, ben, on sait pas vers qui se tourner, on sait Mmh. pas comment commencer, on sait pas quoi faire et il y a l'ego aussi qui rentre en compte où on se dit, bah, que si on se fait accompagner, si on voit quelqu'un, c'est qu'on est faible et des fois, bah, il y a des personnes qui restent là-dedans et qui osent pas demander de l'aide et qui, de ce fait, bah, se retrouvent encore plus sous l'eau, encore plus, dans ce chaos et j'ai envie de leur faire comprendre que se faire aider, c'est normal, qu'on n'est que des humains, qu'on a nos faiblesses, qu'on a nos forces et que quand on a des limites, bah, il y a des personnes qui sont là pour venir nous aider et du coup, bah, j'ai lancé vraiment, moi j'appelle ça ma société, c'est Manager Développement. J'ai lancé ma société parce que je veux montrer aux gens que c'est pas grave si on n'a pas toutes les compétences, il y a des gens qui sont là pour venir nous aider et c'est important de pas se sentir seul, en fait. Oui, tout à fait. Est-ce que tu penses que finalement une mauvaise gestion du temps, elle peut impacter, bah, nos souhaits d'évolution professionnelle? Est-ce que tu penses que c'est lié finalement la gestion du temps et le fait que, bah, j'aspire à devenir, à accéder à telle fonction ou telle autre? Ben totalement. Parce que si la personne, elle est déjà sous l'eau, si elle a déjà une mauvaise gestion du temps, qu'elle a du mal à gérer le travail, la vie de famille, le mari, les enfants ou la femme et les enfants inversement, comment se dire qu'en plus on peut rajouter des tâches à faire pour pouvoir évoluer professionnellement? On se dit que c'est impossible. Comment intégrer du temps pour moi, pour me développer, pour, faire autre chose, pour grandir, pour, m'améliorer au niveau professionnel, si je n'ai pas de temps, c'est impossible. Alors la gestion du temps, elle est vraiment importante dans le sens où si on arrive à la maîtriser, on va pouvoir se dire qu'on peut y intégrer des choses différentes et des choses pour pouvoir évoluer pour sa profession. Mmh. Mais c'est un peu ça tourne un petit peu en rond parce que moi, si je suis épuisée sous l'eau, en fait, je vais même pas avoir d'aspiration professionnelle et donc comment je vais faire pour, laisser du temps? Quelle est la première étape, en fait, pour, pouvoir, heu, bah, aspirer à quelque chose et que ce soit en corrélation avec finalement ce que je vis? C'est-à-dire que je vois une possibilité de place à ce que j'aspire, à ce que je rêve ce dont je rêve. Alors je pense que la chose la plus importante et on l'oublie, c'est de mettre un petit stop et faire un bilan de où on en est. Parce que là encore, on en revient à on a des journées qui s'enchaînent et qu'on a l'impression que clairement on ne les maîtrise pas et on les subit. On enchaîne, on fait ce qu'on a à faire et on ne se pose pas vraiment de questions. Et si on fait un petit stop, on fait un frein et on fait un premier diagnostic de notre situation. Ça va permettre déjà de pouvoir se mettre feuille, papier, stylo et on marque tout ça par écrit pour avoir une vision. La vision professionnelle et la vision personnelle. Ça veut dire que je peux le faire seule, ça? Ça, ce constat, on peut le faire tout seul parce que déjà, ça va être un premier éveil. Ça va être une première constatation de où on en est et de déjà pouvoir identifier ses difficultés. Parce qu'il y a des personnes, ça va être des difficultés qui vont être que professionnelles et il y a d'autres personnes que ça va être des difficultés d'ordre privé parce que ben, la personne, elle a envie d'avoir un souhait d'évolution professionnelle, mais qu'à la maison, c'est compliqué. Maman solo ou une femme avec un mari qui malheureusement elle a une grosse charge mentale, monsieur est un peu moins présent, elle doit tout gérer. Tout ça, ça rentre dans cette balance de se dire, OK, comment je peux avoir du temps pour moi? Comment je peux me développer? Et pour moi, la première chose, c'est faire ce point. Quelles sont mes priorités principales et quelles sont mes valeurs de vie? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux laisser derrière moi? Que le jour où on regarde dans notre rétroviseur, ben, il ne faut pas avoir de regrets en fait. Et c'est vraiment ça, ce constat de ce diagnostic de notre vie en fait. Commencer Mmh. par ça. OK, je commence par ça, donc je commence par me poser, déjà trouver le temps de me poser. C'est Heu, ça. donc déjà me donner rendez-vous à moi-même à un moment donné, J'adore, tout ouais à fait. et ça déjà c'est déjà une étape, hein, rien que de se donner un rendez-vous pour se dire: «Je vais penser à moi, juste à ce que je veux faire, où j'en suis, juste où j'en suis là actuellement».
Et c'est une étape qui est très forte parce qu'il y a des choses qui vont ressortir et qu'on n'a pas envie de voir. Il y a des choses qu'on va se rendre compte qu'on s'oublie, qu'on se met en second plan, qu'on aimerait tellement changer de poste ou avoir une évolution, mais qu'on ne se le permet pas parce que souvent, on considère que c'est pas une priorité et là, moi, je suis très tournée vers la femme et mes accompagnements sont principalement pour des femmes, mais je pense aussi aux hommes, mais malheureusement, la charge mentale est plutôt féminine. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile pour une femme de changer de carrière, de faire une évolution parce qu'elle a tellement de charge mentale derrière. Mais si elle se remet au centre de ce qu'elle a envie, elle Mmh. va pouvoir se dire, OK, si ma priorité c'est ça, qu'est-ce que je peux faire pour faire graviter des choses autour, pour mettre des actions qui vont m'amener à ce résultat-là. Mais c'est un gros travail là. Cette étape-là, pour moi, elle est très forte. C'est une grosse prise de conscience. Moi, j'ai peur, Ouais, j'ai Santana, de faire ce travail-là, par exemple, et de me dire, bah oui, mais moi, mon évolution, ce que j'aimerais vraiment faire, c'est, admettons, c'est être magistrat. Mais je peux pas le devenir du jour au lendemain. Et aujourd'hui, c'est pas possible. J'ai des enfants en bas âge, je peux pas. Alors, moi, j'aurais peur. Est-ce que, heu, bah, faire ce constat et s'apercevoir que le rêve qu'on a, bah, il est pas possible aujourd'hui, est-ce que c'est une bonne chose finalement? Moi, je pense que ce rêve, il est peut-être pas possible aujourd'hui, mais il est peut-être possible demain. C'est-à-dire que si on réorganise son quotidien, si on demande de l'aide, si on apprend à déléguer et qu'une bonne fois pour toutes, après je sais que c'est pas évident, mais c'est quelque chose que je fais avec les personnes que j'accompagne, on se ressente, on se dit: «OK, il y a plein de priorités. Quelle est la plus importante?» Et quelle est la priorité que justement, qui va faire ressortir de la fierté et de l'accomplissement? Voilà, c'est surtout ça, de l'accomplissement. Si c'est être magistrat, si la personne elle le veut, elle le fera. Ça prendra peut-être pas je ne sais pas si ça prendra peut-être plus de temps que prévu, mais le résultat, il sera là, en fait. Et la personne, elle se dira: j'ai réussi. J'ai réussi ce que je voulais parce qu'une vie épanouie, ce n'est pas qu'avoir une jolie maison, avoir, des enfants et un job. Des fois, il faut faire plus et même si on a un bon poste, on veut encore plus et c'est pas grave et on a le droit de vouloir ça et je dis que si ça prend du temps, c'est pas grave. Le chemin est important parce que le chemin nous fait grandir. Mmh. Ce que tu veux dire aussi, Santana, enfin moi ce que j'entends, ce que ça me fait, c'est que, en fait, c'est OK d'avoir ce projet-là. Peut-être qu'aujourd'hui, bah, mes priorités, elles sont pour le moment ailleurs, pour les enfants, pour, ma vie de couple, mais que ce projet existe et qu'en fait, dès aujourd'hui, même si je peux pas y accéder demain, je peux déjà aujourd'hui faire des tout petits pas vers ce projet-là, en mettant en priorité les autres choses qui sont finalement aujourd'hui plus importantes pour moi et un jour, ça va basculer. Mais pour comprendre le jour où ça va basculer, ça veut dire que finalement, le travail que tu nous dis de faire, de se poser, faut le faire régulièrement en fait pour voir si Oui. là, est-ce que des choses ont changé? Est-ce que quel est le nouveau pas que je peux mettre en place? Et cetera, et cetera. Exactement, exactement parce que, les besoins d'aujourd'hui, les envies d'aujourd'hui peuvent être très différentes dans 2, 3 mois. On sait que la vie, elle bouge très vite et la vie est aussi faite d'opportunités, des choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé et oui, je pense que c'est important effectivement de faire ce point régulièrement parce que des fois, est-ce que c'est une envie passagère ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui nous tient vraiment à cœur et qu'on a vraiment envie? Aussi, mais c'est oui, ce point, il est important, ouais. Mais de pas se dire: «OK, aujourd'hui, je peux pas», parce qu'il y a différentes circonstances qui m'empêchent d'accéder à ce rêve ou à cette possibilité, c'est pas grave. On se construit, on les met dans un coin, mais on les oublie pas. On les note noir sur blanc et on se donne un échéancier, pourquoi pas, pour se dire qu'au moins c'est toujours dans un coin de la tête et on l'oublie pas. En tout cas, si c'est vraiment quelque chose qui est viscéral et qu'on a envie d'atteindre. Mmh. Alors Santana, toi, voilà, être coach, c'est bon, bah, faire un bilan, faire, voilà, des prises de conscience de là où on est et cetera, mais c'est mettre dans l'action tes coachés. Alors, Tout qu'est-ce à que tu fait. fais? Est-ce que tu pourrais me dire, heu, des exercices pratiques, peut-être ne serait-ce qu'un seul, que là, nous pourrions mettre en place dès aujourd'hui pour regagner du temps dans nos vies, infernales? OK. Alors, j'ai parlé justement de ce fameux, je me pose les bonnes questions, quels sont mes objectifs? Ça, on est passé par là. Pour gagner du temps, il faut apprendre à dire non.
Ça paraît tout bête comme ça, mais apprendre à dire non, c'est important parce qu'il y a tout un tas de profils qui, pour eux, dire non, c'est compliqué, différent par rapport à plein de choses qui s'est passé dans leur enfance et dans leur passé. On nous a appris qu'il ne faut pas dire non. Et c'est important parce que si on veut gagner du temps, quand on a planifié notre semaine, si quelqu'un vient nous demander quelque chose et qu'on ne peut pas, on voudrait bien, mais qu'on ne peut pas parce que ça va venir glisser sur notre planning, eh bien, on dit non, mais on donne du sens. Le but, voilà, c'est aussi d'avoir une bonne communication. Ensuite, je dirais également de travailler avec un planning hebdomadaire afin qu'on puisse avoir une vraie vue d'ensemble sur sa semaine. Je dirais même une vue mensuelle pour vraiment voir ce qui se passe dans le mois. Mais déjà, commencer avec une vue hebdo, c'est très, très intéressant. Et se planifier maximum 3 grosses tâches dans la journée. Pourquoi? On va me dire, ouais, mais Santa, moi, j'ai tellement plus de choses à faire. Ah Bien oui. sûr, évidemment. Mais on en revient aux priorités. Il y a dans ces tâches à faire dans la journée, on identifie 3 grosses tâches par jour. Ça veut dire qu'on a quand même 5 jours de travail. Ça en fait des grosses tâches à traiter dans la semaine. Et on va venir après y faire graviter plein de petites choses qui sont beaucoup moins importantes. 3 grosses tâches, pourquoi? Parce que si on en met plus et qu'on n'y arrive pas, on est frustré. Ce sentiment de frustration accentue ce négatif et de ce fait, on a du mal à rester concentré, à avoir l'impression d'avoir été efficace. Et ce qui aussi est un bon moteur, c'est de se dire que tous les jours, on réussit à faire des choses. On Et avance. du coup, on avance exactement. Si on se met 1 million de tâches et qu'on n'arrive pas à les faire, on n'avance pas. Et de ce fait, on est frustré. Alors, 3 grosses tâches, c'est bien. Ce que j'entends, c'est qu'avec 3 grosses tâches, je me sens pas accablée, par, tout ce qu'il y a à faire et d'autant et je pense à aux personnes qui ont, des emplois du temps, finalement, ils arrivent au travail, je pense aux directeurs de service de grève qui arrivent au travail et qui savent pas ce qui va tomber aujourd'hui. En fait, de pouvoir se dire: «Voilà, j'ai une vue d'ensemble de ce que je dois faire dans le mois» et cetera. Peut-être, c'est le temps des évaluations et cetera. Mais en fait, je vais pas surcharger mon planning pour, accéder, pouvoir, répondre, eh bien, à tout ce qui va arriver de non prévu, hein. Et donc, Exact. on le fait à chaque stade, c'est-à-dire qu'on prévoit 3 tâches, mais le reste du temps, en fait, c'est au cas où pour gérer les imprévus. Et s'il y a pas d'imprévu, qu'est-ce qu'on fait, Santana? Alors, c'est top. Alors déjà, effectivement, ce moment de gérer les imprévus, il est important parce que moi, j'appelle ça une zone tampon. C'est-à-dire que je propose à mes coachés de se planifier un moment où je vais pas dire qu'il y a du rien parce que c'est impossible, parce qu'on a toujours plein de choses à faire, mais venir y mettre à l'intérieur des choses qui sont moins importantes, mais qu'il faut quand même faire. Et du coup, ça permet également, de faire face à ces fameux imprévus, à ces tâches qui vont arriver, comme ça, qui n'étaient pas forcément, les fameuses imprévues. Et quand tout va bien, déjà, on peut être fier. Rien que ça peut être cool. Et ça permet aussi, pourquoi pas, d'anticiper, de faire un point sur ce qui se passe, soit sur sa semaine, sur les tâches qu'il va avoir à faire sur la semaine d'après. Pourquoi pas prendre de l'avance et faire un bilan. Faire un bilan aussi de où on en est, qu'est-ce qu'on a déjà accompli, qu'est-ce qui reste à faire. Ça permet également de ne rien oublier, d'être factuel dans ce qu'on a à faire et ce sentiment aussi d'accomplissement, il est important de se dire: «Cool, là aujourd'hui, j'ai pas de problématique, tout file droit». Faut en profiter parce qu'en général, c'est qu'une seule fois. La journée d'après, on prend tous les imprévus de la première journée où tout s'est bien passé. Oui, donc ça veut dire aussi, en fait, prendre conscience que là, je suis bien, ça se passe bien. Oui, c'est aussi prendre conscience de tout ça et Oui, oui ouais, OK, et anticiper, se dire: «Bon, là, c'est super calme», enfin super calme, grand mot, en tout cas, tout se passe bien. Anticipons. Qu'est-ce que je peux faire maintenant que j'aurais pas besoin de faire plus tard? OK. Alors ça, c'est plus le conseil, dans le cadre de la vie professionnelle. Effectivement, c'est quand on a du temps, on se dit: «Bon, très bien, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, pourquoi pas anticiper sur les prochaines tâches de demain ou après-demain?» Je pense, vie personnelle, peut-être que ça serait, ce temps, retrouvé nous permettrait, en fait, de penser à nous, finalement et de pouvoir se recentrer. Tout à fait, mais moi je vais même encore plus loin, c'est-à-dire que plutôt d'attendre que la journée se passe bien pour aller faire un petit peu de sport, j'ai rarement vu des journées comme ça où tout se passait super bien et qu'on disait: «Ah aujourd'hui je peux finir à 16 heures. Allons au sport». Pas du tout. Ce que je propose, c'est quand on va monter son planning hebdomadaire, de se planifier ces moments, ces temps pour soi, comme un rendez-vous professionnel en fait. Parce que comme tu disais tout à l'heure, c'est un rendez-vous avec soi-même. Et quand sur le planning c'est noté, on imagine je fais du yoga, de telle heure à telle heure, aujourd'hui j'ai décidé de finir un petit peu plus tôt pour ma séance de yoga, du fait que ça soit noté comme un rendez-vous pro,
on se sent déjà plus l'obligation de l'honorer. Et de ce fait, planifier ces instants perso comme du professionnel va devenir doit et va devenir un rituel parce que ça va devenir important de s'honorer autant qu'un rendez-vous professionnel. Donc finalement, même sur mon mois, en fait, non seulement je planifie professionnellement mes objectifs et cetera, si jamais j'ai un objectif concours, bah, je vais venir, projeter tout ça, mais je vais aussi projeter sur le mois, par exemple, ou sur la semaine, des temps pour moi. Exact. Parce que si on ne les planifie pas, on sait très bien qu'on ne va pas les honorer et si on les planifie pas, beh, il y aura toujours des choses qui seront plus importantes que soi-même et de ce fait, beh, on s'oublie et on en vient à enchaîner ses journées, ses semaines sans prendre du temps pour soi. Donc moi, c'est vraiment important, de planifier ces moments pour soi. Souvent que c'est quoi? 1 ou 2 séances de sport dans la semaine, c'est pas non plus enfin de sport, de yoga, de poterie, chacun fait ce qu'il a envie de faire, mais finalement, c'est pas grand-chose sur une semaine. Même d'aller, j'ai envie de dire, chez le coiffeur, Exact. manucure, un massage, en fait, prendre du temps pour des choses qui nous plaisent. Mais justement, en fait, je reviens un tout petit peu plus haut parce que tu nous disais de prendre un temps pour, faire le point. Mais comment on fait pour faire le point? Enfin, quelles sont finalement, Santana, quelles sont les bonnes questions à se poser? C'est des questions qui peuvent être, douloureuses parce que des fois, on se rend compte que les réponses, elles font pas plaisir, mais c'est important de se les poser pour se réveiller et se dire: «OK, maintenant j'agis» et ça va être on commence par: «Quel est mon objectif principal?» ou «Quels sont mes objectifs principaux?» si nous en avons plusieurs. Mmh. «Qu'est-ce qui est réellement important pour moi?» et est-ce que je suis en phase avec mes valeurs? Parce que ça, c'est important aussi de se coucher serein et de s'honorer et de ne pas aller à l'encontre de ce qu'on pense, de nos valeurs pour faire plaisir à d'autres personnes, par exemple. Ouais, ne Par pas se exemple. contorsionner, en fait. Hein. Ben, le truc, c'est que si ça va à l'encontre de notre éthique, c'est pas bon pour nous et il faut se respecter, il faut pouvoir, se regarder dans un miroir et se dire: «OK, ben là, je suis pas en phase avec ça, donc je ne le fais pas», même si la personne en face ne va pas forcément être contente. Nous sommes notre premier choix et c'est important, voilà, d'être en phase avec, ce qu'on ressent et il y a aussi une question importante, c'est est-ce que nous sommes influencés par les autres? Parce qu'on sait que là encore, vie de famille, certains choix, beh, ils sont pas for on n'est pas forcément seul décisionnaire et là aussi, c'est important de se dire: «Bah, est-ce que ce choix, je le fais pour moi? Est-ce que finalement ce choix, je le fais pour quelqu'un d'autre?» Voilà, c'est des pistes de réflexion et je finirai par: «Qu'est-ce que je continue de faire au quotidien qui est un frein pour atteindre mon objectif?» Parce que des Mmh. fois, on sait qu'on fait des choses que ça on se tire une balle dans le pied, mais on continue de le faire. Mmh. Pourquoi? Finalement, le pourquoi, en fait, je continue à mettre en place des choses qui pourtant me freinent dans mes objectifs, cette réponse-là, en fait, elle est très importante à analyser Ouais. finalement. Complètement, complètement. Après, on se rend compte qu'il y a tellement de choses, que notre état d'esprit peut être notre meilleur ami et notre pire ennemi et c'est ça aussi de se dire, beh, de se conditionner à avoir le bon état d'esprit pour pouvoir être prêt à accueillir, beh, tout changement, parce qu'on sait que le changement, c'est compliqué pour certaines personnes. Ça demande de sortir de sa zone de confort, mais au final, du changement pour aller dans le mieux, faut pas dire non, mais on peut être aussi, prostré dans cette condition-là parce qu'on a peur du changement, même si c'est pour du mieux. Eh oui. Très bien, merci Santana, hein, pour tout ça. Avec J'ai plaisir. juste une dernière question, c'est est-ce que tu as des ressources à nous donner? C'est-à-dire peut-être des vidéos, des lectures, pour ceux qui chercheraient à améliorer leur organisation et la gestion de leur temps? Alors j'ai choisi 2 livres qui sont très faciles à lire. Je vais pas, proposer des livres énormes, mais des fas et en plus, pour un, c'est un livre que tout le monde, je pense, connaît, c'est on le voit là, La Oui. Miracle Morning de Ariel Hérold. C'est pour moi le premier livre à lire pour nous ouvrir notre conscience et nous donner des pistes de réflexion sur comment on pourrait mieux faire. Bon, en l'occurrence, là, c'est le matin, mais on se rend compte qu'il peut se passer plein de choses le matin et du coup, bah, ce livre, il faut le lire. Très peu de pages, facile à lire et pour moi, c'est, la ressource essentielle et Avec un ensuite message clair là-dedans, quoi. ah oui, oui, il y a un vrai message. C'est OK. et vraiment pour le coup, il est accessible en termes de temps. J'essaie toujours de penser, je sais qu'on manque de temps. On peut dire: «Allez, chaque jour, je lis 2 feuilles». Pourquoi pas? Et Mmh. ensuite celui-là, Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent de Stéphane R. Covey. Un peu plus épais, mais très intéressant où il nous explique en fait, on a le potentiel, on a les ressources, il faut savoir juste aller les chercher. Il faut trouver la bonne recette, on est capable avec, nos difficultés, nos limites et il y a encore c'est un livre qui ouvre la conscience.
Et je trouve que c'est hyper important parce qu'à partir du moment où la conscience, elle est ouverte, beh, je vais pas dire que rien n'est impossible, mais en tout cas, ce qui était impossible devient juste une difficulté et je trouve que c'est intéressant. Super. Merci beaucoup Santana pour tous vos conseils, pour tous tes conseils, et puis pour ces livres en fait, hein, qui peuvent, nous aider à avancer. Merci beaucoup Santana. Merci à toi du temps que tu m'as accordé. À bientôt. Au revoir.